Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le vendredi, mon Dieu. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Le vendredi 21 octobre 2022 et j'ai décidé de continuer ma, ma lecture de cet ouvrage, donc de René Guénon, La crise du monde moderne. Parce qu'il me semble, j'ai un petit peu picoré à droite à gauche, et il me semble que c'est intéressant d'avancer un petit peu dans cette réflexion. J'ai lu la dernière de couverture et ça m'a vraiment donné un petit peu envie de, de travailler sur la mécanique universelle à partir de cet ouvrage. Alors, je vais lire d'ailleurs la dernière de couverture. Un des caractères particuliers du monde moderne, c'est la scission qu'on y remarque entre l'Orient et l'Occident. Il peut y avoir une sorte d'équivalence entre des civilisations de formes très différentes, dès lors qu'elles reposent toutes sur les mêmes principes fondamentaux, dont elles représentent seulement des applications conditionnées par des circonstances variées. Tel est le cas de toutes les civilisations que nous pouvons appeler normales ou encore traditionnelles. Il n'y a entre elles aucune opposition essentielle et les divergences, s'il en existe, ne sont qu'extérieures et superficielles. Par contre, une civilisation qui ne reconnaît aucun principe supérieur, qui n'est même fondée en réalité que sur une négation des principes, est par là même dépourvue de tout moyen d'entente avec les autres, car cette entente, pour être vraiment profonde et efficace, ne peut s'établir que par en haut, c'est-à-dire précisément par ce qui manque à cette civilisation anormale et déviée. Dans l'état présent du monde, nous avons donc d'un côté toutes les civilisations qui sont demeurées fidèles à l'esprit traditionnel et qui sont les civilisations orientales, et de l'autre, une civilisation proprement antitraditionnelle qui est la civilisation occidentale moderne. Alors voilà ce qui m'a interrogé, parce que c'est vrai, c'est très très intéressant en fait. On voit que la crise de l'Occident, aujourd'hui, et je pense que de nombreux philosophes ont pointé du doigt cette crise de l'Occident. Il me semble que Husserl, ça a été le cas de Husserl, ça a été peut-être le cas de Heidegger, ça a été, etc., etc. Beaucoup de penseurs occidentaux ont, me semble-t-il, pointé du doigt justement la crise de l'Occident. Alors, cette crise, parce qu'on a l'impression qu'en Occident, finalement, le spirituel est quand même présent, qu'il fait partie d'une manière moins évidente, même s'il y a quand même une sorte euh, de rejet, par exemple, en ce moment, de rejet du religieux, et donc on tient à dissimuler, à dire que chacun doit s'intéresser au spirituel, mais dans la sphère privée, qu'il n'y a aucune raison qu'en fait les idées métaphysiques, les idées spirituelles, les valeurs spirituelles encombrent en somme le monde profane, le monde euh, normal, et que celui-ci, enfin normal, voilà, le monde ordinaire, et que celui-ci doit pouvoir, on doit pouvoir laisser s'épanouir le marché comme voilà, c'est lui qui a pris le pouvoir, faut le voir aussi ainsi.
et qu'en fait, c'est très bien, voilà, ça remet le religieux dans à sa place, et le, euh, le laïc, le marché, lui, s'occupe de gérer ce qui se voit dans cette société. Ça serait un petit peu ça. Donc, René Guénon a écrit La crise du monde moderne en 1946. Cette crise, ça faisait sans doute longtemps qu'elle était déjà pointée du doigt par la société, par les penseurs de l'époque. Et c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Cette crise, à mon sens, a conduit aux deux charniers qu'ont été ces deux guerres, 14-18 et 39-45, qui ont un petit peu comme si c'était deux mondes qui n'avaient plus de contact avec l'idée qu'il existe une puissance supérieure, et qu'en fait, dans ce monde, dans le fait d'être devenu hyper rationnel, d'être devenu matérialiste à fond, faisait qu'il n'y avait plus d'empathie, plus de barrière en fait à la cruauté, à la violence, au pire, quoi, aux idées même les pires en réalité, comme par exemple l'idée du génocide. C'était quand même une idée on peut dire, totalement athée. C'est-à-dire qu'elle va à l'encontre de toutes les spiritualités du monde on ne peut pas se placer à la place de Dieu pour décider si un groupe humain a le droit de vivre ou un groupe humain n'a pas le droit de vivre. Donc c'est typique pour moi, hein, c'est typique de la cruauté qu'on peut rencontrer dans un monde qui se serait complètement délié de l'idée du spirituel, de l'idée qu'un principe créateur a créé cet univers et qui prend d'un seul coup le pouvoir comme si l'homme était effectivement le maître du monde tout seul, le maître unique du monde. Et donc, celui qui a le pouvoir, il a la toute-puissance et le pouvoir de détruire qui il veut, parce que c'est Dieu, c'est Dieu tout-puissant en réalité. Donc il y avait ce côté-là. Et aujourd'hui, on peut voir que à la sortie de cette guerre, en fait, cette dimension spirituelle n'a pas émergé en fait. On n'a même pas complètement analysé ce qui s'était passé. On n'a pas étudié comment un système avait pu arriver à une telle cruauté, s'appuyer sur la technologie, sur le progrès pour arriver à une telle profusion de meurtres, parce que je pense que c'était la première fois qu'un monde pouvait massacrer avec une telle dimension, autant en 14 qu'en 39-40. C'était quelque chose d'hallucinant, quoi. Et que des hommes pouvaient envoyer sans aucun complexe, sans aucune morale, sans aucune éthique humaine, en fait, pouvaient envoyer des hommes comme ça se faire tuer, massacrer, etc. Donc il n'y a pas eu de réflexion à la sortie de cette guerre. On est rentré dans la reconstruction, etc. Puis on est tombé dans les 30 glorieuses, le consumérisme, voilà, le progrès,
profusion des objets, etc. Et puis là, il y a un état d'esprit, une jeunesse qui commence à dire c'est pas possible, ça donne pas de sens. Ce monde ne nous donne pas de sens. C'est les années 60, 70, voilà les années hippies. Tout un monde qui dit mais on ne se retrouve pas là-dedans. Il n'y a plus à vivre, on nous demande que de faire du business, de rentrer dans le système, de gagner des sous, de travailler comme des malades. Enfin, on n'est plus du tout dans cette... on ne se reconnaît pas, on ne peut pas vivre à travers ça. Et en plus, on nous enlève tout ce qui est spirituel, en fait, la pensée. Et là, justement, dans cette période-là, voilà, on se retrouve avec un retour vers une quête de spirituel, vers l'Inde, vers etc. Voilà, il y a beaucoup, ce mouvement hippie cherche à comprendre cette chose-là. Bon, alors ce mouvement finit par se dégrader, enfin, comme tout système finit par se corrompre, parce qu'il n'est pas organisé, parce qu'il n'a pas, il n'est pas basé sur des valeurs vraiment bien établies. Et à ce moment-là, le capitalisme classique, qui était un peu mis à distance par le mouvement hippie, prend le pouvoir, fait tomber son challenger, le communisme, et rentre dans ce qu'on appelle maintenant le néolibéralisme. Donc il repart dans quelque chose encore plus dense, plus matérialiste, plus moins spirituel qu'avant, quoi. C'était encore pire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les valeurs du marché qui prennent complètement en main tout le système et qui fait que il fabrique des robots. On a passé des années 90 à maintenant, les gens ont fait que bosser comme des malades pour essayer de rattraper juste ce qui avait été pompé par le passage à l'euro, etc. Bon, bref, on a appauvri le peuple et on lui a demandé de travailler plus pour gagner moins que ce qu'il gagnait avant et avec moins d'espoir de pouvoir s'en sortir même. C'était un travail pour juste payer ses notes, voilà, c'était même pas pour pouvoir se payer une maison, un truc, pour pouvoir se hisser dans le système. Donc, il y a ce système, le marché, a vraiment abusé de l'humanité. Là. Ça a été un vol manifeste, ça a été vraiment un abus des peuples. Et on se retrouve avec, à la fin de ce cycle-là, de ces 40 ans passés, là, avec un système complètement détruit en Occident. Ce système a ravagé tous les acquis sociaux, a maltraité tout le système des gens qui travaillent, quoi. Les emplois c'est une catastrophe. Il a abîmé les hôpitaux, l'école, la justice, etc. Enfin, sous prétexte de rationaliser encore plus les choses. Enfin, il est rentré dans une folie de pragmatisme, un pragmatisme mais idiot, qui est complètement déconnecté du spirituel. Et donc on se retrouve exactement avec ce dont parle René Guénon, qui était pointé du doigt déjà dans les années 20, et puis après, avec son premier ouvrage Orient-Occident, qu'il a écrit dans les années 20, et puis dans les années 46-47, quand il écrit La crise du monde moderne, il pointe du doigt cette chose-là. Et rien n'a été analysé. Et le marché, ce système
qu'on peut dire euh, ce système qui est déspiritualisé, qui est vide de spiritualité, a conduit aux guerres 14, aux guerres 39-40. Et ça, je l'avais écrit sur la mécanique universelle, mais je n'avais pas compris vraiment pourquoi j'écrivais ça. J'avais compris ce mécanisme, je rapprochais le néolibéralisme de ce qui s'est passé en 39-45, de ce qui a conduit un monde à être aussi fou, quoi, hein, aussi indécent. Entre la fin de la Première Guerre 1918 jusqu'à l'arrivée du nazisme c'était un monde qui était complètement qui était déspiritualisé, quoi, qui avait plus d'éthique humaine en réalité, ce qui a conduit à la Deuxième Guerre, etc. Et on se retrouve exactement dans le même cas de figure, avec un monde qui n'a plus de pensée spirituelle. Il ne se pose plus de questions. L'Occident, là, il avance dans quelque chose sans se demander quel est le sens de l'humanité, pourquoi nous sommes là, quel est le rôle de l'humanité, pourquoi nous sommes arrivés à construire les bases, par exemple, à quoi sert l'ONU, à quoi sert l'UNESCO, à quoi sert l'OMS, etc. Toutes ces choses-là, ce monde moderne, contemporain, là, ne se pose pas la question de ce que c'est, du sens de tout ça. Le sens de la démocratie, il ne se pose pas la question de ce que c'est que spirituellement la démocratie. C'est pourquoi il peut détruire la démocratie. C'est ce que fait le néolibéralisme depuis 40 ans. Il détruit la démocratie. Il détruit la République, il détruit l'idée d'Europe, il détruit l'idée du monde, et il détruit l'idée d'universel en faisant la guerre, à la porte au lieu de choisir le partage du leadership pour aller vers quelque chose de plus fraternel, il n'a plus de sens, quoi. Il est insensé. Ce système néolibéral est totalement insensé, comme il était insensé dans les années 30, comme il était insensé au début du siècle, du XXe siècle, et que ce côté insensé a conduit à 1914, la guerre, etc. Parce que c'était ce qui était décidé psychologiquement, il fallait faire ça, mais donc il y avait quelque chose qui manquait à côté de ces politiques de l'époque. C'était des rois entre ceux qui ont amené à la guerre 14-18. Ils n'avaient plus de spirituel près d'eux. Ils n'avaient plus de vrai spirituel, je veux dire, près d'eux. C'était plus qu'un monde matériel, matérialiste, qui se croyait complètement supérieur parce qu'il maîtrisait la technique, il avait des canons, des trucs, voilà, il était techniquement, l'Occident était en avance et il se prenait vraiment, il est rentré dans une sorte de narcissisme total à ce niveau-là. Et bien, on se retrouve avec exactement le même phénomène. Il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a pas eu d'étude, on n'a pas compris ce qui s'était passé, pourquoi ce XXe siècle avait conduit à l'humanité occidentale, l'Occident, à 14-18 et à 39-45. On n'a pas réfléchi à cette dimension et ce dont parle René Guénon, je pense qu'il pointe clairement du doigt ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais commencer à lire. Donc, j'ai commencé l'âge sombre, hein, j'ai une petite partie, c'est la première partie. Et je vais lire et puis on va un petit peu étudier ce qui se passe. Alors,
qu'est-ce que je pourrais commencer? Alors, il est facile de comprendre que ces données traditionnelles, dont nous devons nous borner ici à esquisser un aperçu très sommaire, rendent possible des conceptions bien différentes de tous les essais de philosophie de l'histoire auxquels se livrent les modernes, et bien autrement vastes et profondes. Mais nous ne songeons point, pour le moment, à remonter aux origines du cycle présent, ni même, plus simplement, au début de Kali Yuga. Nos intentions ne se rapportent d'une façon directe, tout au moins, qu'à un domaine beaucoup plus limité, aux dernières phases de ce même Kali Yuga. On peut en effet, à l'intérieur de chacune des grandes périodes dont nous avons parlé, je vous renvoie à la lecture de la dernière vidéo, distinguer encore différentes phases secondaires qui en constituent autant de subdivisions, et chaque partie étant en quelque façon analogue au tout, ces substitutions, ces subdivisions reproduisent, pour ainsi dire, sur une échelle plus réduite, la marche générale du grand cycle dans lequel elles s'intègrent. Mais là encore, une recherche complète des modalités d'application de cette loi aux divers cas particuliers nous entraînerait bien au-delà du cadre que nous nous sommes tracés pour cette étude. Nous mentionnerons seulement, pour terminer, ces considérations préliminaires, quelques-unes des dernières époques particulièrement critiques qu'a traversé l'humanité, celles qui rentrent dans la période que l'on a coutume d'appeler historique, parce qu'elle est effectivement la seule qui soit vraiment accessible à l'histoire ordinaire ou profane. Et cela nous conduira tout naturellement à ce qui doit faire l'objet propre de notre étude, puisque la dernière de ces époques critiques n'est autre que celle qui constitue ce qu'on nomme les temps modernes. Il est un fait assez étrange qu'on semble n'avoir jamais remarqué comme il mérite de l'être. C'est que la période proprement historique, au sens que nous venons d'indiquer, remonte exactement au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Comme s'il y avait là, dans le temps, une barrière qu'il n'est pas possible de franchir à l'aide des moyens d'investigation dont disposent les chercheurs ordinaires. Alors, c'est curieux parce que, à cette époque-là, le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est une époque très très importante pour le spirituel, à mon sens. C'est à ce moment-là qu'on retrouve le bouddhisme, le bouddhisme rentre en scène, le judaïsme, la philosophie grecque mais présocratique, qui était extrêmement spirituelle, qui était liée aux expériences extatiques, justement. L'hindouisme. Et donc, il y a quelques... on était dans une période où l'expérimentation de l'extase, en réalité, puisque c'est la recherche du bouddhisme, c'est la recherche dans l'hindouisme, c'est la recherche dans le système pythagoricien, de cette époque présocratique. Donc il y avait la proximité de cette expérience qui était pensée comme supérieure à tout, qui était censée parvenir à dépasser la mort, à dépasser tout un tas de choses, et choses que je pense juste, c'est tout le travail que je développe sur la mécanique universelle. Je remets en fait sur le devant de la scène, alors, bon, mon influence est extrêmement réduite, hein, bon, bien que apparemment il y a quand même
au moins une quinzaine de millions de passages sur la mécanique universelle. Et même si on y passe de façon extrêmement brève, on est un peu forcé d'y lire l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'extase, plus ou moins. Voilà. Donc, au fond, ça doit avoir quand même son petit impact, mais peu importe. En tout cas, je pense que le temps, ramener cette valeur, cette expérience spirituelle dans l'esprit humain, le fait, c'est pas le fait de faire cette expérience, c'est le fait de penser que cette expérience a du sens dans l'humanité, c'est-à-dire que elle remet, elle nous met au contact du principe créateur, de ce qui serait le principe créateur, de ce qui aurait créé cet univers. Donc en fait, que le monde n'est pas aussi lisible que ce qu'on veut bien nous le donner. On nous fait penser que ce qu'on voit, c'est la réalité, qu'il n'y a que ça, quoi. Hein. On nous amène devant cette sorte de thomisme, je ne crois que ce que je vois. Et donc, ce pragmatisme absolu qui est mais aberrant, quoi. Parce que, évidemment, que c'est tout ce qu'on voit, mais ça, personne ne peut s'équilibrer avec en traversant la vie inclus dans ce néolibéralisme, voilà, dans cette vie, travailler, accumuler de l'argent, avoir sa famille, etc., et puis mourir et n'avoir rien compris à cette traversée. C'est pas possible de, de trouver un équilibre à travers cette vision pragmatique du monde. Le monde n'est pas aussi simple et aussi visible que l'apparent. Cet apparent-là n'est pas la seule chose, puisqu'on sait déjà que la matière n'a rien à voir avec c'est une illusion en réalité. Donc voilà, bon, je ne vais pas trop avancer là-dedans, mais voilà le schéma que je veux dire. À partir de cette époque, en effet, on possède partout une chronologie assez précise et bien établie pour tout ce qui est antérieur. Au contraire, est bien établi. Pour tout ce qui est antérieur, au contraire, on n'obtient en général qu'une très vague approximation et les dates proposées pour les mêmes événements varient souvent de plusieurs siècles. Même pour les pays où l'on a plus que de simples vestiges épars, comme l'Égypte par exemple, cela est très frappant. Et ce qui est peut-être plus étonnant encore, c'est que dans un cas exceptionnel et privilégié comme celui de la Chine, qui possède pour des époques bien plus éloignées des annales datées au moyen d'observations astronomiques qui ne devraient laisser de place à aucun doute, les modernes n'en qualifient pas moins ces époques de légendaires, comme s'il y avait là un domaine où ils ne se reconnaissent le droit à aucune certitude et où ils s'interdisent eux-mêmes d'en obtenir. L'Antiquité, dite classique, n'est donc à vrai dire qu'une antiquité toute relative et même beaucoup plus proche des temps modernes que de la véritable Antiquité, puisqu'elle ne remonte même pas la moitié du Kali Yuga, dont la durée n'est elle-même, suivant la doctrine hindoue, que la 10e partie de celle du Manvantara. Et l'on pourra suffisamment juger par là jusqu'à quel point les modernes ont raison d'être fiers de l'étendue de leurs connaissances historiques. Tout cela répondrait-il sans doute encore pour se justifier. Ce ne sont que des périodes légendaires. Et c'est pourquoi ils estiment n'avoir pas à en tenir compte. Mais cette réponse n'est précisément que l'aveu de leur ignorance et d'une incompréhension qui peut seule expliquer leur dédain de la tradition, l'esprit spécifiquement moderne
Ce n'est en effet, comme nous le montrerons plus tard, rien d'autre que l'esprit anti-traditionnel. Alors je vais arrêter là, alors que c'était là où ça commençait à être intéressant en fait. J'aurais pas dû lire cette première partie là qui n'a pas d'intérêt. Voilà, bon, à bientôt.